Bonjour Sherlock. Les perturbateurs endocriniens sont des produits chimiques implantés dans des milliers d'objets de consommation courante. Depuis son interdiction dans les biberons, le bisphénol A est le plus célèbre. Mais ce n'était qu'un détail. Il y en a dans les cosmétiques, les plastiques, les pesticides, partout. Ils sont peut-être des centaines. Ils passent dans les corps et la nature. Sang, cordon ombilical, lait maternel, rivières, ours polaires, ta mère, partout. On est cerné. Endocrinien, ça veut dire hormonal. Les perturbateurs endocriniens piratent le système hormonal et jouent avec les hormones comme la testostérone ou les œstrogènes. Les plus vulnérables, ce sont les fœtus, ceux qui n'ont pas le choix, ceux à venir. Ils ont quoi? Si nos hormones sont dérangées pendant la grossesse, elles peuvent laisser une bombe à retardement qui explose en nous des années plus tard. Infertilité, malformation génitale, cancer du sein, de la prostate, des testicules, puberté précoce, troubles du développement, obésité, diabète. Les perturbateurs endocriniens sont des présumés coupables. L'Europe avait promis de nous protéger, nous, générations futures, mais les choses ont mal tourné. Ta mission, retourner en 2009 et découvrir pourquoi. Bonne chance! Au niveau européen, le débat sur les perturbateurs endocriniens a commencé dans les années 90, avec des signes alarmants de déclin de la fertilité masculine et des effets sur les poissons, surtout dans les rivières anglaises. Soudain, les poissons mâles se sont mis à produire une protéine femelle. C'était vraiment bizarre. Cela a soulevé beaucoup d'inquiétudes. Des milliers d'études ont montré les effets néfastes des perturbateurs endocriniens sur les animaux sauvages et les hommes. Comme ces effets très puissants interviennent pendant le développement et provoquent des dégâts irréversibles, on ne peut plus l'ignorer. Il faut agir. Avec les perturbateurs endocriniens, les maladies qui nous inquiètent chez les humains sont chez les garçons les malformations du pénis, la non-descente des testicules et les cancers des testicules et de la prostate. Et chez les femmes, des maladies comme le cancer du sein ou le syndrome des ovaires polykystiques. Soyons clairs, parmi les scientifiques et les praticiens de la recherche sur les perturbateurs endocriniens, il existe vraiment un très large consensus sur le fait que ces produits chimiques sont dangereux et nécessitent une approche spécifique en matière de réglementation. Mon rapport de mission commence au Parlement européen en 2009. Les députés décident que les perturbateurs endocriniens doivent être réglementés, certains interdits. Il est temps d'agir pour nous protéger, nous autres, futurs petits Européens. Mais comment faire la différence entre un perturbateur endocrinien et un produit chimique comme les autres? L'Europe a besoin d'un outil pour les repérer là où ils se cachent, le grille-pain, le dentifrice ou le reste de ratatouille. Cet outil, c'est une définition officielle. La Commission européenne a jusqu'à fin 2013, pas plus, pour trouver les mots. On spécule beaucoup au sein des organismes européens de régulation en ce moment. Combien de produits chimiques seront attrapés comme perturbateurs endocriniens par la réglementation? En vérité, personne ne le sait. L'enjeu majeur, c'est la création d'un système officiel qui dira « Oui, c'est un perturbateur endocrinien, et ça non, et celui-là est un perturbateur endocrinien suspecté ». Ça n'existe pas aujourd'hui.
Quand nous aurons établi des critères pour identifier les perturbateurs endocriniens, nous serons les premiers au monde à en avoir, ce qui comporte un certain nombre d'avantages pour les entreprises, mais aussi potentiellement un certain nombre de coûts. Le dossier de la perturbation endocrinienne est un dossier qui concerne l'ensemble des secteurs d'activité. Et si on prend la chimie, donc le secteur de la chimie générale, les cosmétiques, l'industrie pharmaceutique, les produits de protection des plantes, donc les pesticides, les biocides que l'on utilise donc à la maison pour les mouches, les cafards, les moustiques, sont donc tous concernés à des degrés variables d'ailleurs par cette fameuse perturbation endocrinienne. L'industrie est sur le pied de guerre. Elle est mobilisée pour faire en sorte que la définition des perturbateurs endocriniens soit aussi limitée que possible. Essentiellement parce qu'elle veut continuer à mettre ses produits sur le marché sans aucune interférence du régulateur. Pour le Parlement, les scientifiques et les ONG, la définition des perturbateurs endocriniens relève de l'urgence. L'industrie, en revanche, la considère comme une menace pour des milliers de produits. Mais la décision finale revient à la Commission européenne. C'est elle qui a notre destin entre ses mains. Une grande bataille d'influence commence dans les coulisses de la démocratie européenne. Plastique, détergent ou alimentaire, la définition touchera tous les secteurs. Envoyés aux avant-postes, la chimie et les pesticides sont ensemble à la manœuvre pour limiter les dégâts. La recette d'un lobbying réussi ? Capturer la décision publique. Or, la démocratie, selon la Commission, c'est un dialogue avec les parties prenantes. Un nom de code pour les ONG qui représentent la société civile et l'industrie qui représente l'industrie. Le CEFIC est l'association professionnelle de l'industrie chimique européenne à Bruxelles. Son objectif est de représenter les intérêts de l'industrie dans l'environnement bruxellois. Nous avons environ 40 ans d'histoire et un total de 150 employés. Dans les différentes organisations, nous sommes 10 à 12 personnes, peut-être un peu plus, à suivre le développement de la politique sur les perturbateurs endocriniens, ici, à Bruxelles. L'industrie chimique a cette chance d'avoir suffisamment de moyens pour démarcher absolument tout le monde, y compris leurs ennemis, y compris leurs alliés, et y compris les indécis, alors que typiquement les ONG, elles, n'ont les moyens que de se focaliser sur les indécis. Il est important pour la Commission de maintenir un dialogue constant avec toutes les parties prenantes qui détiennent des informations utiles. C'est ainsi que je vois la démocratie s'exercer dans cette situation. La Commission européenne et les États membres accordent de l'attention aux ONG parce qu'ils nous considèrent comme les représentants de l'intérêt général. Mais parfois, on se sent vraiment très seul. À Bruxelles, l'influence est concentrée sur ceux qui décident dans les bureaux de la Commission européenne. Ces bureaux, ce sont les directions générales, dites DG, chacune chargée d'un domaine spécifique. La DG Sanco, par exemple, veille sur la santé et les consommateurs, et la DG Entreprise sur l'industrie. Les DG sont chapeautés par les commissaires, des super ministres, situés en dessous du président José Manuel Barroso dans la hiérarchie. C'est la DG Environnement qui est désignée chef de file sur le dossier perturbateur endocrinien pour réfléchir à la définition. Son travail, établir une liste de critères scientifiques qui permettront de dresser le portrait robot des suspects et donc de nous en débarrasser. Cette lourde responsabilité est confiée à une poignée de fonctionnaires de l'unité D3, 5e étage, au fond du couloir, à gauche. C'est exactement comme quand on a commencé à réglementer les substances qui provoquent le cancer. Au départ, on n'avait même pas de définition pour ce qu'on voulait dire par substance provoquant le cancer. Il n'y avait pas de critères précis. La question est, comment identifier les perturbateurs endocriniens? Quel ensemble de caractéristiques ces substances doivent-elles remplir pour être appelées perturbateurs endocriniens? Première difficulté pour élaborer des critères, comprendre la science
et les connaissances scientifiques. La DG Environnement a commandité une étude pour faire le point sur les connaissances scientifiques les plus récentes sur les perturbateurs endocriniens. L'équipe qui a obtenu le contrat était dirigée par le professeur Andreas Kortenkamp, un spécialiste des perturbateurs endocriniens reconnu au niveau mondial. Les hormones ont plusieurs fonctions dans l'organisme, mais au cours du développement, elles ont une fonction très importante, la programmation. Elles programment le développement. Et certains produits chimiques ont la capacité d'interférer avec ces effets de programmation des hormones, pendant la vie fœtale par exemple, avec des conséquences à l'âge adulte qui sont graves, irréversibles pour le reste de la vie. Par exemple, le fœtus doit être exposé à des androgènes, les hormones sexuelles masculines, lors d'une fenêtre très précise, afin de déclencher la différenciation du fœtus mâle. Si cela ne se produit pas, on observe plusieurs signes de démasculinisation. L'urètre, par exemple, ne se forme pas à l'extrémité du pénis comme il se doit, mais sur le dessous. Donc les produits chimiques auxquels une femme enceinte est exposée à ce moment-là peuvent perturber ce processus et provoquer ces effets irréversibles. En termes de toxicité, c'est ce qui les distingue de nombreuses autres substances chimiques. Quoi encore? Ah, 5U. Notre rapport, l'état de la science sur les perturbateurs endocriniens, a été accueilli avec bienveillance par la Commission européenne. Le rapport conclut que cette question nécessite effectivement une attention politique, que les bases scientifiques se sont considérablement améliorées et sont suffisamment solides pour pouvoir élaborer des lois, des politiques. Ce qui était le plus important pour nous. Il a été accueilli avec moins de bienveillance par l'industrie. À peine publié début 2012, le rapport Kortenkamp devient l'objet d'une série d'attaques, camouflées en critiques. La plupart financées par l'industrie et confiées à des sociétés de lobbying scientifique. Le fonds de commerce de ces firmes fabriquait de la matière scientifique pour défendre des produits dangereux comme le bisphénol A, les pesticides ou la cigarette auprès des autorités. Une des tactiques systématiques malheureusement employées par l'industrie dans cet exercice-là, c'est d'attaquer évidemment non seulement les études qui vont contre son sens, mais également les scientifiques qui sont les auteurs de ces études-là. À la lecture de certaines critiques du rapport Kortenkamp, il est frappant de voir combien il est facile de faire une critique. Vous lisez un rapport de plusieurs centaines de pages avec 2000 références soigneusement préparées, non par un, mais plusieurs scientifiques pendant 1 ou 2 ans. Et en un week-end, vous pouvez tout simplement le massacrer en lui reprochant des choses du style « Oh, il manque cette référence ». Bien sûr, le désaccord et la controverse sont importants pour la science et le public. Nous devons toujours nous efforcer d'approcher la vérité au plus près. Mais ces critiques grossières, faciles, bâclées et rédigées à la va-vite, comme les critiques du rapport Kortenkamp, on s'en passerait facilement. Il est clair que l'objectif global rappelle celui que l'industrie du tabac a compris il y a des décennies. Fabriquer le doute, remettre en question la qualité des études et compliquer la tâche aux dirigeants quand ils doivent prendre des décisions. Puisque la science nourrit de nombreuses décisions politiques, elle est la cible d'influences partisanes qui s'exercent dans les coulisses de la démocratie. Pour l'industrie, instrumentaliser la science sert à retarder, affaiblir ou combattre les réglementations. Ce lobbying dans la science et l'objet s'appelle la manufacture du doute. Une stratégie inventée par l'industrie du tabac dans les années 50 pour déjouer les mesures de santé publique contre la cigarette.
Les responsables politiques doivent être conscients de l'objectif et de l'origine de la manufacture du doute. Des mémos explicites de l'industrie du tabac dans les années 50 disant « Si nous semons le doute dans l'esprit du public et des décideurs, nous pourrons protéger notre produit, la cigarette, pendant 2 ou 3 décennies. » Donc une stratégie très explicite reprise par d'autres secteurs quand ils estiment leurs produits menacés. La science est faite de débats contradictoires. C'est ce qui fait sa force d'ailleurs, c'est que c'est un processus de doute permanent, qu'on a besoin de ce doute permanent, et c'est d'ailleurs très sain d'un point de vue intellectuel de remettre en question ce qu'on pense de façon permanente. Et c'est là où c'est très pervers, c'est qu'en déformant artificiellement en fait, et en amplifiant ce doute-là, l'industrie parvient en fait à utiliser la science contre elle-même. L'incertitude, c'est le moteur de la science. Mais en Europe, tant qu'elle n'est pas dissipée, un outil politique nous protège, le principe de précaution. Il faudrait trop de temps pour prouver le lien entre la cause, les perturbateurs endocriniens, et leurs effets, des maladies dans 8 mois ou 40 ans. On n'est pas des cobayes. Évidemment, les preuves impliquent des dégâts chez les animaux sauvages ou les humains, ou les deux. Et pour éviter que cela n'arrive, il faut faire usage de précautions sur la base d'éléments dont on n'est pas certain à 100%. Donc la précaution intervient dans des situations de complexité, d'incertitude, d'ignorance scientifique. Dans des situations où il existe assez d'indices pour suggérer la plausibilité ou la possibilité de problèmes peut-être très graves, irréversibles et à grande échelle, comme des cancers ou des trous dans la couche d'ozone. Ce type de problème. Comme le principe de précaution permet de retirer des produits du marché, il pose problème à l'industrie. Pour le critiquer, elle avance souvent les mêmes arguments. Le principe de précaution appliqué de manière abusive empêche l'innovation. Le principe de précaution stimule l'innovation plutôt qu'il ne l'inhibe. Une solide base empirique montre que des réglementations environnementales et des écotaxes bien conçues stimulent l'innovation, surtout parce qu'elles génèrent des alternatives plus intelligentes. Je ne connais pas d'exemple de produit qui a été suspendu en raison du principe de précaution et qui soit revenu ensuite sur le marché. Donc ça, c'est vraiment une application abusive du principe de précaution. Quand on parle du principe de précaution, bien sûr, on se demande toujours s'il a été employé de façon abusive ou inappropriée. Avec le recul, nous savons qu'il aurait été justifié de prendre des mesures beaucoup plus tôt, des décennies plus tôt même, dans un grand nombre de cas. La finalité de la réglementation des produits chimiques dans l'Union européenne ou ailleurs consiste à révéler les dangers avant que les expositions ne se produisent. Nous devons anticiper le danger et nous assurer que l'exposition aux humains n'arrive jamais. Sherlock aux générations futures, la science est avec nous. Les perturbateurs endocriniens sont un cas d'école pour appliquer le principe de précaution. Mais l'industrie pourrait le contourner. Si elle y arrive, on est fichu. Méfie-toi. Le diable est dans les détails, et le lobbying peut se cacher dans des documents hyper techniques. La première ruse de l'industrie concerne la question du seuil. En Europe, perturbateurs endocriniens ou pas, les produits chimiques passent dans une moulinette réglementaire appelée REACH. Un sigle pour dire enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques. La Commission européenne doit décider dans quel tuyau de la machine faire passer les perturbateurs endocriniens. Tuyau numéro 1, ils ne deviennent dangereux qu'au-dessus d'un certain seuil. Tuyau numéro 2, ils sont dangereux, point barre. Cela veut dire que nous devons examiner la science et essayer de la comprendre, pour ensuite prendre une décision. La science montre-t-elle que l'ensemble des perturbateurs endocriniens ont un seuil, ou bien que l'ensemble des perturbateurs endocriniens n'ont pas de seuil, ou peut-être que certains ont un seuil et d'autres pas. Certains pensent que si l'on peut démontrer l'existence d'un seuil, on pourra décider facilement ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas.
Mais d'un point de vue scientifique, il est très difficile de répondre à cette question. Et tout montre que nous ne pouvons pas déterminer de niveau d'exposition sans danger à ces produits chimiques. Première option, la Commission décide qu'il n'y a pas de seuil. Les perturbateurs endocriniens seraient alors interdits et substitués. Mais rien ne l'empêche d'ignorer la science et de juger que des seuils existent. Cette deuxième option a bien sûr la préférence de l'industrie. Elle épargnerait la majorité de ses produits. Reste à convaincre la Commission. Je pense que l'industrie veut seulement la bonne réponse. À partir du moment où l'on considère que les seuils constituent un aspect bien réel de ces substances, des données seront présentées pour montrer où ils se situent. La seconde ruse se niche dans les critères des perturbateurs endocriniens. La DG Environnement planche sur une liste. Gravité des effets, puissance des effets, irréversibilité des effets. L'ensemble de ces critères contribuerait à dresser le portrait robot scientifique des suspects. La ruse imaginée par l'industrie, faire un tri pour ne sélectionner que les perturbateurs endocriniens aux effets les plus puissants, et donc sauver tous les autres. La puissance a une justification scientifique quand il faut étiqueter et réglementer des substances à la toxicité aiguë. La puissance compte. Ça se complique pour les substances cancérogènes, toxiques pour la reproduction, mutagènes et pour les perturbateurs endocriniens. Leur toxicité est jugée si importante et si dangereuse qu'on ne considère plus la puissance. De nombreuses substances de très faible puissance peuvent provoquer des dégâts si elles atteignent le corps au moment où il est le plus vulnérable. Elles n'ont pas besoin d'être archi-puissantes si elles interviennent à ce moment précis. Nous pensons donc que la puissance n'est pas une bonne idée. C'est un mauvais indicateur. Je pense que la puissance a un vrai fondement scientifique. Les substances se comportant de manière différente, la puissance permet de dire quelle quantité est nécessaire pour provoquer un effet. Un système qui ne prendrait en compte que les substances puissantes ne s'occuperait que de certaines substances, mais pas des autres. Ce système, nous semble-t-il, servirait les intérêts de l'industrie, mais pas la protection de la santé publique. Le critère de puissance a beau être une astuce de lobbying, l'industrie a trouvé des alliés de poids pour tenter de l'imposer, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Les autorités britanniques disent ouvertement qu'étiqueter un produit chimique comme perturbateur endocrinien a d'énormes conséquences commerciales. Ce qui est vrai. Elles ne veulent donc réglementer que les plus grands délinquants. L'idée serait d'utiliser le critère de puissance comme un outil pour écrémer les plus grands délinquants et laisser le reste des perturbateurs endocriniens sans aucune réglementation. Cette ruse de la puissance, c'est l'industrie des pesticides qui en aurait bien besoin. En 2009, le Parlement lui a concocté une moulinette réglementaire personnalisée. Tous les pesticides identifiés comme perturbateurs endocriniens devront être retirés du marché. Si l'industrie parvient à imposer le critère de puissance, elle pourra limiter les conséquences radicales de ce traitement de défaveur. Sur la base des 400 molécules aujourd'hui qui restent en Europe pour protéger l'ensemble des cultures, nous estimons, nous, aujourd'hui, qu'une bonne cinquantaine de substances pourraient être amenées à être considérées comme perturbateurs endocriniens et donc disparaître. Et en termes de part de marché, ces 50 produits, ça représente quoi? Ces 50 produits représentent aujourd'hui globalement 40% de la valeur du marché européen, qui est donc estimé entre 8 et 9 milliards d'euros. Ça ne veut pas dire que l'agriculture va s'arrêter. Il y a des alternatives, l'agriculture biologique, la protection intégrée des cultures. Mais les différentes organisations regardent les implications des critères et disent « c'est mauvais pour mes affaires ». Critères de puissance ou seuil, la DG Environnement refuse de céder aux pressions extérieures.
Mais sa résistance commence à déplaire au sein même de la Commission européenne et la trahison s'organise sous son propre toit. Deux directions générales surtout sont agacées. La DG Entreprise, en charge du bien-être de l'industrie, et la DG Sanco, en charge de la santé et des consommateurs. Mais la santé de qui ? Sur la question des perturbateurs endocriniens, on a vu que la DG Environnement était plutôt dans la défense de la santé publique et la DG Santé et Consommateurs, moins, beaucoup moins. On sait que la porte de la DG Sanco est toujours grande ouverte pour l'industrie des pesticides. Ce qui nous amène à penser que l'objectif de la DG Sanco n'est pas seulement de réaliser son évaluation et sa gestion des risques, mais aussi de ne surtout pas irriter l'industrie des pesticides, si je puis dire. Stupeur générale. Sans crier gare, la DG Sanco initie un processus parallèle qui fait concurrence au travail de la DG Environnement. Elle mandate une agence officielle, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA. L'EFSA doit donc, elle aussi, se prononcer sur les perturbateurs endocriniens. Un ingénieux tour de passe-passe bureaucratique, car si l'EFSA entérine les revendications de l'industrie, la DG Environnement sera obligée de changer son cap. Certains de mes confrères ont assuré que l'EFSA se prononcerait en faveur de critères d'exclusion basés sur la puissance, comme proposé par l'industrie et certains États membres. Bon, t'entends ça? Hey, chinois là. La DG Environnement était clairement chargée d'élaborer ces critères. Elle avait mis en place un processus inclusif. C'est même la DG Sanco qui lui avait délégué la tâche. Elle aurait pu dire « Non, non, nous voulons le faire ». Mais déléguer dans un premier temps et créer ensuite son processus parallèle, on ne peut pas appeler ça de la très bonne administration. Tu devrais te charger de celle-là. OK. Nous avons été informés à peu près au moment de la demande. Je n'ai pas les dates. Pas un seul fonctionnaire de la DG Environnement n'était en copie du mandat signé par la directrice de la DG Sanco le 1er août 2012. Non, nous l'avons reçu quelques jours plus tard, en effet. No comment de la DG Sanco sur ce court-circuitage en règle. Sa directrice, Paola Testori-Coggi, annule l'interview à la dernière minute. Si je dois insister auprès de Mme Testori pour l'avoir elle, c'est avoir les questions par avant. Raison officielle, le porte-parole de la commission ne comprend pas, dit-il, l'intérêt d'interroger plusieurs personnes. Solidaire, la DG Entreprise refuse aussi d'accorder un entretien. Pour augmenter les chances d'avoir 3 interlocuteurs au niveau directeur général, je vous propose que vous m'envoyiez les questions par avant. Sous prétexte que la commission ne parle que d'une seule voix, la DG Environnement est contrainte de se livrer à un exercice délicat, simuler le grand amour alors que tout le monde fait chambre à part. La raison pour laquelle ils n'ont pas voulu être interviewés ou répondre à votre demande, bon, suite à votre demande, il a été décidé au sein de la commission que nous, DG Environnement, en tant que chef de file sur le dossier perturbateur endocrinien, devions réaliser cette interview et vous transmettre toutes les informations possibles au nom de nos collègues dans les différents services. Finalement, nulle trace du critère de puissance dans l'avis de l'EFSA. Le tour de passe-passe de la DG Sanco est un fiasco. Des critères d'exclusion basés sur la puissance sont arbitraires. Ils ne sont étayés par aucune donnée scientifique. En conséquence, l'EFSA l'a admis comme tout le monde et ne les a finalement pas recommandés. Assiégé par les lobbies, pressé par certains États membres et maintenant isolé au sein de la Commission, la DG Environnement refuse toujours de céder aux pressions.
En mars 2013, le Parlement européen lui envoie des renforts. Même s'il a peu de pouvoir sur la Commission, il adopte une résolution qui lui demande de rejeter l'idée du seuil et d'un critère d'exclusion comme la puissance. Et surtout, il l'appelle à agir d'urgence. Le Parlement a estimé que c'était le bon moment pour apporter une contribution politique à la Commission. Avec le lobbying intensif du Royaume-Uni et de l'Allemagne en particulier, qui représentent les intérêts de l'industrie des pesticides, il était clair que la Commission était sous pression. Sans cette résolution, la situation serait sans doute bien pire. La Commission peut tout à fait concrètement s'asseoir dessus si elle a envie. Elle ne le fait pas en général parce que politiquement c'est suicidaire, mais elle peut dire oui merci, on va regarder ça tout de suite et puis ne rien répondre dans les 6 mois, dans les 18 mois, etc. Fin mai 2013, la DG Environnement boucle 3 ans de travail. Elle soumet sa proposition à l'ensemble de la Commission européenne. Elle a tenu bon. Exit le seuil et le critère de puissance. Adios perturbateurs endocriniens dans les patates et les poupées. Nous allons enfin pouvoir naître en paix. Mais la trahison de la DG Sanco n'était en fait qu'un avertissement. Soudain plus rien. Silence radio. Blocage total. Quelque chose a dû se passer à la Commission européenne. Je ne suis pas au parfum, mais quelqu'un a sans doute mis un coup de frein parce que soudain, on s'est mis à parler de réaliser ce qu'on appelle une étude d'impact. Or, les études d'impact de l'Union européenne prennent au moins 1 an, sinon plus. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi 6 mois avant la date limite fixée par le Parlement européen à la Commission? Jusqu'en juin, notre activité était consacrée à l'élaboration de critères fondés sur la science. Alors nous n'avions pas fait beaucoup d'efforts sur la partie économique. Notre travail peut avoir un impact négatif sur l'économie et notre décision doit aussi le prendre en compte. Non, hein. Non. Conceptuellement, c'est assez fumeux comme truc. Il faut essayer d'imaginer ce que pourrait être l'impact dans le futur d'une réglementation sur un secteur économique entier à l'échelle d'un continent. L'histoire des analyses coûts-bénéfices, les études d'impact, montrent qu'elles présentent en général de graves lacunes. Il est beaucoup plus facile de chiffrer les coûts d'une réglementation que de chiffrer le bénéfice que cela représente pour la société de ne pas avoir de problème de fertilité pendant 40 ou 50 ans. Et bien sûr qu'on a besoin de l'industrie pour fournir des emplois et fabriquer tous ces produits qui font tourner la société. Mais en fin de compte, une industrie qui fonctionne bien ne nous aidera pas si on se retrouve avec une pandémie de maladies chroniques, des aliments qui nous rendent malades et notre eau contaminée. Il s'agit d'identifier les perturbateurs endocriniens. Ce devrait être une procédure fondée sur la science, une élaboration de politique fondée sur les preuves. Mais là, c'est de l'élaboration de preuves fondée sur la politique. Quelle mouche a piqué la Commission? Quid de sa promesse d'épargner nos prostates et nos glandes mammaires? La loi européenne étant parfois bien faite, nous, les citoyens, on peut lui réclamer des explications et faire une demande d'accès à l'information. Des centaines de documents internes, en partie censurés, permettent de reconstituer l'offensive de lobbying qui a fait dérailler tout le processus au début de l'été 2013. Le 6 juin, les lobbies de la chimie, des pesticides et du plastique essaient encore de faire capituler la DG Environnement. Ils lui écrivent pour se plaindre de la discussion fondée, selon eux, sur des considérations politiques plutôt que scientifiques.
Dans le cadre d'une décision aussi importante et dont les impacts seront potentiellement énormes sur les substances et leurs utilisateurs, nous demandons instamment que son aboutissement soit fondé sur de la science sensée et non sur des considérations politiques. Il faut que les critères qui vont dire vous êtes exclu soient des critères basés sur une science raisonnable, la fameuse sound science des anglo-saxons. Un terme très souvent utilisé dans ces débats sur l'utilisation appropriée ou non de la précaution, etc., c'est science sensée. Qui, franchement, pourrait le contester? Qui pourrait soutenir l'utilisation d'une science non sensée? Mais l'origine historique de ce terme est très intéressante. Lui aussi a été inventé par l'industrie du tabac dans les années 80. C'est quelque chose qui est utilisé comme un mot slogan, comme une espèce de mot obus, pour disqualifier toute étude scientifique qui n'irait pas dans leur sens. Donc tout ce qui est, disons, qui va dans le sens de l'industrie, c'est sound science, et tout ce qui ne va pas dans le sens de l'industrie, c'est de la junk science, c'est de la science pourrie. Le problème, bien sûr, avec la science sensée, c'est que la génération actuelle de décideurs publics n'a en général aucune idée de son origine. Une stratégie de relations publiques de l'industrie du tabac. Les lobbies piochent encore dans la boîte à outils de l'industrie du tabac, laissant cette troublante impression de déjà-vu. Mais comme retourner le sens des mots ne suffit pas, l'industrie de la chimie tape plus haut dans la hiérarchie. Le 24 juin, elle écrit à Janusz Potocznik, le commissaire à l'environnement. Nous persistons à penser que les critères techniques pour identifier les perturbateurs endocriniens devraient être basés sur les données et sur la science et pas sur des hypothèses et l'idéologie. D'accord. C'est exact. Voilà, ça c'est la sound science. C'est tant que vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes des idéologues. Le stade de compréhension mutuelle n'avait alors pas été atteint avec nos collègues de l'industrie. Quand ils sortent ce genre d'argument, c'est qu'ils ont perdu. En tout cas, avec cet interlocuteur-là, je ne pense pas qu'ils utilisent le même ton pour des entreprises. C'est de l'intimidation? Oui. Il y a deux éléments dans cette lettre. À titre d'exemple, parmi les nombreuses lettres que nous avons reçues, il y a le ton et il y a le contenu. Et bien sûr, notre devoir professionnel est de répondre au contenu et d'éviter de regarder le ton. Pas vraiment besoin de hausser le ton avec les DG plus réceptives au chantage économique. Et surtout en ce début d'été 2013. L'Union européenne et les États-Unis négocient la création d'une zone de libre-échange transatlantique, le TAFTA. Objectif, supprimer les entraves aux échanges commerciaux. Moyen, aligner les réglementations. Mais aligner vers le haut, l'Europe, ou vers le bas, les États-Unis. La définition des perturbateurs endocriniens tombe plutôt mal. Les marchandises américaines, bloquées aux frontières par le principe de précaution, cette barrière à l'innovation, ce frein au progrès? Impensable pour l'industrie. Il y a beaucoup de différences. Et clairement, les entreprises souhaiteraient que certaines de ces différences soient aplanies ou éliminées. Ce qui est en jeu, c'est la remise sur la table de tout notre héritage réglementaire des 40 dernières années. Donc ça inclut évidemment l'encadrement des produits chimiques, REACH. Ça permet également aussi à l'industrie, et c'est évidemment très intéressant pour l'industrie chimique, pour l'industrie, enfin pour tous ceux qui sont sur les perturbateurs endocriniens, sur les OGM, de pouvoir régler dans des négociations secrètes des débats qu'ils ont perdus ou qu'ils sont en train de perdre dans le débat public. Sur les sujets qui suscitent de vifs débats, comme les critères des perturbateurs endocriniens, on entend maintenant s'élever la voix de l'industrie américaine des pesticides. Se débarrasser du principe de précaution et régler le problème perturbateur endocrinien derrière des portes closes. L'industrie est limpide sur ses intentions, mais la Commission beaucoup moins. La DG en charge des négociations du TAFTA, la DG Commerce, ne livre que 3 documents censurés. Justification, rendre les autres publics pourrait mettre en danger nos relations avec les États-Unis. Si les substances chimiques ou les perturbateurs endocriniens sont abordés, nous sommes consultés. Quant au contenu même des négociations,
Je ne peux en révéler la teneur. On pourrait s'attendre à ce que les parlementaires élus, qui sont en théorie souverains, enfin qui en théorie ont quand même le droit, enfin sont censés incarner quand même notre liberté collective, à nous, citoyens, est un droit de regard sur ces trucs-là. A priori, les parlements nationaux ne seront même pas consultés pour cet accord-là. L'industrie a contourné la poche de résistance, la DG Environnement. Maintenant qu'elle s'est alliée les DG influentes, elle grimpe toujours plus haut dans la hiérarchie de la Commission. Là où on ne maîtrise pas le dossier, là où ses emails sont la seule source d'information, là où elle peut convaincre sur l'essentiel, geler le processus et lancer une étude d'impact, là où il suffit de recouvrir les argumentaires d'un petit vernis scientifique pour nourrir le chantage, une catastrophe agricole menace l'Europe. Les fongicides, par exemple, permettent de contribuer à la protection du rendement en blé, et c'est 10 à 20% du rendement en blé qui pourrait disparaître si ces produits n'étaient plus utilisés. Ça vient de Bayer Crop Science, une branche de la société Bayer, une société allemande de produits chimiques, adressée au secrétariat général. Le service juste en dessous du président, quoi. Dans cette lettre, Bayer estime que nous devrions réaliser une étude d'impact pour évaluer notre travail de développement des critères et leur mise en œuvre. Cette lettre de Bayer, multinationale de la chimie et des pesticides, est adressée à l'une des numéros 3 du secrétariat général, Marianne Klingbeil, la responsable des études d'impact. Le 2 juillet, la numéro 2, Catherine Day, tranche en faveur de l'industrie. L'étude d'impact aura lieu. Ah bah voilà. Si la secrétaire générale, la plus haute fonctionnaire de la hiérarchie, dit « je veux une étude d'impact », alors l'affaire est pliée. Les différentes DG ne s'étant pas mises d'accord, la Commission a décidé de faire une étude d'impact. Alors, quel a été le rôle et le poids, je dirais, de la proposition de l'industrie? Là, je ne peux pas vous dire. La Commission a grillé les dates limites en juin et décembre 2013. Et l'étude d'impact n'a toujours pas commencé. Ça prend plus d'1 an, une étude d'impact. La décision finale est donc reportée, mais à quand? Nous, on va naître bientôt. Qu'est-ce qui va nous arriver? Nous regrettons le fait qu'il y a un retard dans le planning, mais ce retard étant expliqué par la nécessité de faire une étude d'impact, c'est le côté positif. Donc nous sommes aujourd'hui un peu balancés entre regret et satisfaction de voir l'étude d'impact. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les réglementations qui soient votées et donc applicables soient des réglementations équilibrées, basées sur la science et qui permettent suffisamment de lisibilité à l'ensemble des acteurs, société civile, mais aussi et surtout l'industrie. Et sinon quoi? Il est trop tôt aujourd'hui pour dire si l'industrie pourra ou ne pourra pas attaquer la Commission européenne, puisqu'on n'a pas encore le projet final. Je trouve logique néanmoins qu'en cas de besoin, des actions juridiques soient mises en œuvre. En février 2014, après 9 mois de silence, la Commission européenne se décide à justifier son retard. Son mot d'excuse, trop de doutes scientifiques sur les perturbateurs endocriniens. S'il ne s'agissait pas de l'intégrité de nos testicules, ce serait presque comique. Son alibi, un éditorial publié dans plusieurs revues scientifiques et une lettre envoyée très haut dans la hiérarchie de la Commission. Les auteurs y défendent la même position que l'industrie sur la question du seuil et attaquent la DG Environnement et son approche de précaution. Pure coïncidence, cette opération s'était déroulée en juin 2013, pile pendant l'offensive de lobbying de l'industrie. Une approche de précaution sans base scientifique nourrit les recommandations de la Commission européenne sur la réglementation des perturbateurs endocriniens et défie le sens commun, la science bien établie et les principes de l'évaluation des risques. Ça sonne comme le titre d'une attaque de l'industrie ou d'une table ronde. Pas comme le titre ordinaire d'un éditorial scientifique.
Cet éditorial était accompagné d'une lettre au professeur Anne Glover, la conseillère scientifique principale de M. Barroso, le président de la Commission. La conseillère scientifique principale conseille le président de la Commission. Elle est donc dans les hautes sphères de la Commission. Dans cette lettre, il disait craindre que la Commission ne mette trop l'accent sur le principe de précaution lors de la révision de la réglementation des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire craindre qu'elle soit bien plus stricte et entraîne peut-être le retrait du marché de nombreux produits chimiques. Selon moi, la lettre contenait des erreurs factuelles assez surprenantes, comme par exemple affirmer que la Commission européenne voudrait réglementer les perturbateurs endocriniens sur la base de tests in vitro, ce qui est complètement faux. Et je m'étonne que certains de mes chers collègues, signataires de cette lettre, ne l'aient pas remarqué. Le professeur Glover a invité des représentants des deux camps à débattre dans son bureau. Mais une fois dans le bureau, surprise, les auteurs de l'éditorial admettaient leurs erreurs et changeaient d'avis sur le seuil. Mobiliser tout un régiment pour faire volte-face quelques mois plus tard? Quelle blague de mauvais goût! Revirement, changement d'avis, je ne sais pas. Ou bien suis-je trop cynique en disant « peu importe maintenant, le mal est fait ». Malheureusement, cela a contribué à remettre en question le travail de la DG Environnement et à ce que tout soit maintenant soumis à une étude d'impact. L'intervention des rédacteurs et la lettre à Anne Glover étaient conçues pour interférer avec les processus de réglementation de la Commission européenne. C'était un acte politique. J'ignore si elle a été orchestrée par l'industrie, mais cette initiative est si inhabituelle qu'on ne peut que s'interroger sur la crédibilité de ces scientifiques. À y regarder de plus près, presque aucun de ces scientifiques n'est spécialiste des perturbateurs endocriniens. La grande majorité, en revanche, entretient des liens avec l'industrie. 17 des 18 rédacteurs de l'éditorial et 33 des 56 signataires de la lettre à Anne Glover. Un bataillon hétéroclite lié à des géants de la chimie et des pesticides, comme Bayer ou BASF, à des organisations financées par les multinationales des cosmétiques ou de l'agroalimentaire. Et tiens, il y a même des vétérans de l'industrie du tabac. Pour moi, interagir avec l'industrie n'est pas une mauvaise chose pour un scientifique. Si vous êtes chercheur et que vous avez eu un projet de recherche avec l'industrie à un moment donné, vous n'êtes pas pour autant un employé de cette industrie. Cela soulève bien sûr la question du conflit d'intérêts. Évidemment, quand on est payé par quelqu'un qui défend son produit, on est loin d'être aussi objectif qu'un scientifique employé par la société via une agence gouvernementale et dont le parti pris, s'il en a un, est envers le public ou la planète. Nous avons conscience du soutien des contribuables européens. Nous leur en sommes reconnaissants. Nous nous efforçons de leur donner quelque chose en retour et de rendre la vie meilleure en Europe. Je n'ai aucune illusion sur l'étendue de notre pouvoir pour y parvenir. Nous sommes des scientifiques, pas des lobbyistes. Considérer cela comme une opération de lobbying, je dirais non. À ma connaissance, cette lettre n'a pas été montée de toutes pièces. À ce que je sache, le CPA n'a rien à voir avec cet éditorial. Et aussi si l'avis de l'ECPA a été pris en compte dans l'éditorial, c'est plutôt bien. Le lobbying, c'est s'adresser à la bonne personne, au bon moment et avec le bon message. Anne Glover, juin 2013, blocage du processus. La bonne personne, le bon moment, le bon message. Avec cette caution scientifique au sommet, la Commission tenait son alibi pour l'étude d'impact, même si la pseudo-controverse scientifique a depuis fait flop dans ses propres bureaux.
Peut-être ce poste est-il utilisé à mauvais escient pour avancer sur le terrain économique ou politique plutôt que de s'en tenir à la science. Dans les journaux, je vois sans arrêt des gens dire que je suis à la botte de l'industrie ou que je travaille pour l'industrie. Eh bien non, et je ne l'ai jamais fait. Le fait même que ce poste existe est un enjeu stratégique qui intéresse l'industrie et qu'ils veulent pouvoir utiliser dans l'avenir. Je ne suis pas la voix de l'industrie, je ne suis pas la voix de la politique. Ce que je suis, c'est la voix de la science. Cette notion même qu'on pourrait avoir un conseiller en chef scientifique auprès de la Commission pose problème, parce que d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un chef de la science? Il y a de plus en plus de décideurs, et moralité, il y a de moins en moins de décisions qui se prennent. Ou, au pire, on prend des décisions négatives, principe de précaution. Vous voudriez un chef de la sound science au niveau de la Commission? Bah oui. Je voudrais que les gens comprennent l'ampleur et l'importance du problème. Il ne s'agit pas d'un obscur débat toxicologique dans un recoin de l'Union européenne. Je cherche toujours la meilleure manière de l'expliquer, mais je pense qu'il s'agit de l'équivalent du changement climatique en matière de produits chimiques dangereux et de santé environnementale. C'est la mère de toutes les batailles. L'attaque de l'industrie montre que nous sommes sur la bonne voie, que nous faisons la bonne chose. Sinon, elle ne réagirait pas comme ça. Maintenant, il nous faut la gagner, cette bataille. On est en avril 2014 et tout est toujours bloqué. L'étude d'impact n'a pas commencé, l'Europe n'a pas de définition officielle, les perturbateurs endocriniens ne sont pas réglementés. Les uns défendent leur chiffre d'affaires, les autres s'écharpent dans leur bureau. Mais ces messieurs-dames ont-ils oublié de qui ils parlent? De leurs filles, de vos petits-fils? De nous, quoi.